Bonjour, rebonjour. Le 28 juin 2025, c'est bientôt, hein. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes tout à fait prêts? Tous les métadonnées, tout? Bon, alors, pour ceux qui veulent bien une petite piqûre de rappel, parce qu'on a déjà parlé de ce sujet l'an dernier, mais c'est un sujet complexe et auquel on est tous attelés. On va refaire un tour de table sur cette question de l'accessibilité. Et je vais demander à Rodolphe Sellier, du service du livre au ministère de la Culture, d'introduire en fait, en rappelant à ceux d'entre vous qui reviendraient d'un long voyage, le contexte de nos obligations en matière d'accessibilité prochaine. Bonjour à toutes et tous. Donc je suis Rodolphe Sellier, je suis chef du bureau de la régulation et des technologies à la DGMIC, au service du livre et de la lecture. Alors, effectivement, pour ceux qui auraient un peu oublié et ceux qui n'auraient pas du tout connaissance de ce dispositif, on est dans le cadre d'une directive européenne, la directive accessibilité de 2019, qui a été adoptée alors pour remplir plusieurs objectifs. Le premier, c'est de répondre à des obligations supra-européennes, internationales, puisque ça répond aux objectifs de la Convention des Nations Unies pour les droits des personnes handicapées de 2006. Et donc, il y a cette obligation de l'Union européenne d'atteindre des objectifs aussi de droits culturels pour les personnes handicapées. Un objectif, bien sûr, classique en Europe, c'est d'harmoniser les législations pour ce qui concerne des produits et des services afin de faciliter la circulation de ces derniers au sein du marché intérieur. Et puis, pour ce qui est du livre, pour ce qui nous concerne, l'idée, c'est vraiment de faciliter, d'améliorer le quotidien des personnes en situation de handicap, leur accès au livre et à la lecture, sachant que les personnes en situation de handicap en Europe, ça représente environ 80 millions de personnes. C'est l'équivalent de l'Allemagne, des habitants de l'Allemagne. Donc, c'est quand même très significatif. Et donc, le champ d'application de cette directive, ça concerne environ 11 secteurs de produits et services, dont le livre numérique. Pour ce qui concerne le livre numérique, on a bien pensé dans la directive à viser l'ensemble des produits et des services qui vont permettre l'accessibilité complète de l'accès au livre. Donc, les fichiers de livres numériques sont concernés, les logiciels sont concernés, les sites de commerce sont concernés, les sites bancaires également, jusqu'à la liseuse qui va permettre la lecture, mais aussi les équipements informatiques grand public qui permettent aussi de lire du livre numérique. Donc toute la chaîne devra être accessible à compter du 28 juin 2025. La France a transposé, comme il faut toujours transposer, une directive l'année dernière. On l'a fait par une loi en mars 2023. Cette loi, elle nous a permis en fait d'adapter un petit peu ce texte qui est encore une fois très général, qui couvre différents secteurs, et qui du coup, pour ce qui est du livre numérique, ne prenait pas forcément toujours en compte très précisément les questions qu'on peut se poser justement dans la mise en œuvre concrète de ce texte. Et donc, par la loi, on a choisi de compléter la loi de 2005 sur le handicap avec un article 48 vraiment dédié au livre numérique. Et donc, ça nous a permis, contrairement aux autres produits et services qui, eux, sont dans le code de la consommation, ça nous a permis, dans cet article 48, de vraiment faire des choses un peu plus précises pour le livre numérique. On est venu notamment bien préciser que les éditeurs sont inclus dans les opérateurs économiques
c'est le mot de la directive, opérateur économique. Et donc, ce n'était pas très clair, et d'ailleurs pour certains États membres, ce n'est pas toujours très clair que dans les opérateurs économiques, il y a les éditeurs. Donc, on a précisé ça dans la loi. Et puis, on a confié à l'ARCOM le soin de contrôler la bonne mise en œuvre des exigences d'accessibilité pour ce qui est du livre numérique et des logiciels spécialisés. Là où pour les autres produits et services, ça va être plutôt la DGCCRF. On a choisi l'ARCOM parce que l'ARCOM, comme vous le savez, c'est la fusion du CSA et de la Hadopi. La Hadopi qui connaissait très bien le sujet de l'accessibilité et du livre numérique et aussi du droit d'auteur, bien sûr, puisque la Hadopi avait aussi en charge, et l'ARCOM a toujours en charge maintenant, le suivi aussi d'un autre dispositif qui permet d'accéder pour les personnes en situation de handicap au livre et à la lecture, qui est l'exception au droit d'auteur pour les personnes en situation de handicap. Donc ça, c'est la loi. Et puis qui dit loi dit des textes réglementaires, un décret et un arrêté qui ont été adoptés le 14 août 2023. Et ces textes sont venus encore un peu préciser les choses, et notamment pour ce qui est des obligations des différents opérateurs économiques de la chaîne. Donc on dit ce que les éditeurs doivent faire, ce que les distributeurs et diffuseurs doivent faire, et aussi ce que les détaillants de livres numériques doivent faire. Donc ça, c'est le décret. Il précise aussi que si on ne remplit pas les exigences d'accessibilité, on encourt des infractions, et donc c'est des amendes de 5e classe, et donc c'est jusqu'à 7 500 € d'amende par infraction. Donc voilà, ça peut vite monter en fonction du nombre d'infractions et du nombre de livres qu'un éditeur peut avoir. Et on a aussi précisé que il y a une possibilité pour les opérateurs économiques de plus facilement se conformer aux exigences d'accessibilité s'ils utilisent des normes reconnues par la Commission européenne. Alors récemment, la Commission européenne nous a dit on est prêt à reconnaître l'EPUB 3 et l'EPUB Accessibility 1.1 pour permettre aux opérateurs économiques de se prévaloir d'une présomption de conformité par rapport aux exigences de la directive. Donc ça, ce sont les textes réglementaires, et donc j'ai fait la hiérarchie des normes de l'international au national en passant par l'européen. Tout ceci s'inscrit dans un contexte vraiment de volonté politique d'aller en ce sens, et en cela on est suivi bien sûr par les éditeurs et par l'ensemble de la chaîne du livre. On n'a pas forcément attendu l'adoption de cette directive pour commencer à travailler sur le sujet, puisqu'on a vite compris que le livre numérique, de par son format, permettait aux personnes en situation de handicap de pouvoir accéder à la lecture plus facilement qu'avec le livre imprimé, de par les fonctionnalités que le livre numérique permet. Et donc, dès 2017, on a mis en place un comité interministériel pour le développement d'une offre de livres numériques nativement accessibles, qu'on a résumé en l'INA 25 pour livres numériques accessibles 2025, qui est l'objectif qui est bientôt là. Ce comité interministériel, il regroupe des ministères, la culture, les ministères aussi en charge de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et bien sûr des personnes en situation de handicap. Tout ceci sous l'égide du secrétariat général au comité interministériel au handicap. Et on regroupe aussi bien sûr l'ensemble des acteurs concernés par le sujet, à commencer bien sûr par les éditeurs, les libraires, et puis aussi les bibliothécaires et
et des services interprofessionnels et des opérateurs interprofessionnels comme EDR Lab qui aident justement à faire le lien à l'ensemble de l'interprofession sur ce sujet. Ce comité de pilotage, il se réunit à peu près tous les ans. Mais en fait, il lance des groupes de travail sur différents sujets. Et ces sujets ont été listés dans un plan stratégique qui a été unanimement adopté en 2018 et qui liste en fait l'ensemble de ce qu'on doit faire pour atteindre l'objectif non seulement de la directive, mais aussi essayer d'aller au-delà. L'idée étant, par exemple, de surpasser certaines exemptions ou exclusions de la directive, puisque je rappelle, et je crois d'ailleurs que c'est indiqué dans le programme de la journée, en verso de votre programme, il y a une exclusion, c'est les micro-entreprises. Donc moins de 10 salariés et moins de 2 millions de chiffre d'affaires. Donc ça concerne pas mal de maisons d'édition. Il y a 2 motifs d'exemption. La modification fondamentale, c'est-à-dire le fait de remplir les exigences d'accessibilité va modifier de manière tellement substantielle mon livre qu'il ne ressemble plus à ce que j'avais en tête. Et puis la charge disproportionnée, où c'est encore un peu plus compliqué, puisque la directive donne des critères, mais ils ne sont guère précis. On me demande souvent quels sont les seuils de cette charge disproportionnée, et je suis bien incapable de le dire, même si on a des idées, notamment à la suite d'une étude qu'on a menée en 2022 avec le cabinet Accenture, et que vous retrouverez sur le site du ministère. Et donc, l'ensemble de ces... on va dire, de ces choses qui sont mises en place pour essayer d'alléger un petit peu la charge pour les opérateurs économiques dans la mise en œuvre de cette directive, nous, au sein du comité de pilotage, on essaie de les surpasser, c'est-à-dire on essaie d'encourager tout de même l'ensemble des opérateurs à y aller, même si, pour une des raisons que je viens d'évoquer, il pourrait dire non, moi je ne le fais pas. Donc c'est un peu l'idée de ce comité de pilotage. On a aussi un autre projet, celui-ci un peu plus récent, et on est à la BNF, et c'est la BNF qui a été chargée de conduire ce projet et de mettre en place un portail national de l'édition accessible et adaptée. Ceci à l'horizon de 2027. Ce portail va permettre de cataloguer l'ensemble des livres nativement accessibles pour les personnes en situation de handicap, l'ensemble des documents adaptés dans le cadre de l'exception handicap. Sur ces derniers documents, les personnes en situation de handicap qui prouveront qu'elles ont un empêchement à lire le livre tel qu'il a été mis à disposition du public pourront télécharger le document adapté qui convient à leurs besoins. Et si jamais elles ne trouvent pas ni en nativement accessible, ni en format adapté un format qui puisse répondre à son besoin, et elles vont pouvoir demander une adaptation du livre. Donc ce portail va vraiment changer les choses pour les personnes en situation de handicap, puisqu'il va faciliter l'accès à toute cette offre à la fois nativement accessible et adaptée pour les personnes en situation de handicap. L'un des enjeux pour essayer de terminer ma présentation, l'un des enjeux qu'on voit aujourd'hui, puisqu'on est vraiment à l'aube de l'entrée en vigueur de la directive, c'est de bien faire connaître cette offre qui va arriver auprès des personnes en situation de handicap, aussi de les accompagner, faire de la médiation pour utiliser les nouveaux outils. Et donc, il y a là un vrai enjeu
bien sûr pour les pouvoirs publics, mais aussi pour l'ensemble de la chaîne. Et donc, il faut vraiment voilà, collectivement, on travaille sur ce sujet de communiquer et de faire vraiment d'encourager les personnes en situation de handicap à s'emparer de cette offre qui va vraiment changer leur quotidien. Merci Rodolphe pour ce panorama très complet et très précis. Vincent Gros, tu es responsable des projets e-book, data et anti-piratage chez Hachette Livre. En fait, à toi comme ensuite à Louis, je voudrais poser un peu la question de comment ça se passe dans vos maisons. En fait, comment ça s'est passé? Un petit peu dans l'idée de rappeler tout ce que ça comporte pour un éditeur, de rendre accessible son flux de production de nouveautés numériques. On dira peut-être un mot aussi de la mise en accessibilité du fonds, mais peut-être dans un second temps. Et notamment, en ce qui concerne les images, parce que tous ceux qui se sont approchés un petit peu du sujet savent qu'une des principales difficultés dans la mise en accessibilité des livres, c'est notre capacité à produire des textes alternatifs à tous les contenus non textuels, justement. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais répondre pour commencer. Puis Louis, si tu veux réagir en même temps que j'apporte certains éléments, alors avec un biais Hachette Livre évidemment, n'hésite pas à me couper, à me prendre le micro des mains si nécessaire. Donc, du côté de Hachette, même de manière générale, du côté des éditeurs, on ne peut pas faire le bilan puisqu'on n'est pas encore arrivé à juin 2025, mais si on regarde un peu en arrière tout le travail qu'on a effectué, on a essayé finalement de résoudre un peu le problème de la poule et de l'œuf, puisqu'on manquait de pas mal d'éléments au départ. On ne savait pas forcément quels allaient être tous les critères pour l'accessibilité du point de vue de la directive. À l'époque, Onyx ne gérait pas les métadonnées d'accessibilité, donc on avait beaucoup d'éléments qui nous manquaient, mais on a quand même décidé d'agir dès le départ. Au fur et à mesure de nos expertises et puis de l'expérience qu'on a eue au fil des années. La première certitude qu'on a eue, qui est notre première responsabilité, c'est de produire un livre numérique nativement accessible. Et puis là, on a beaucoup de chance puisqu'on a un standard EPUB qui nous permet d'avancer, qui a avancé de son côté, notamment avec EPUB Accessibility, donc, où on est aujourd'hui dans la version 1.1, donc EPUB Accessibility 1.1, qui parle de l'accessibilité au sein du standard EPUB. Mais déjà avant, avec EPUB 3, on avait certaines fonctionnalités d'accessibilité qui existaient déjà nativement dans le format EPUB. Et c'était, si vous vous souvenez, c'est une annonce que le DAISY Consortium avait fait. Si je ne me trompe pas, j'ai essayé de regarder un peu les dates, c'était en 2012. Puisque EPUB 3 est sorti en 2011, et en 2012, on savait déjà que EPUB 3 permettait un certain niveau d'accessibilité. Donc on a grandi finalement avec EPUB 3 au sein des maisons d'édition. Et en se posant ces questions sur l'accessibilité, finalement, c'est surtout se poser des questions de qualité de production et de faire en sorte que le format EPUB soit utilisé de la meilleure des manières pour l'accessibilité, bien sûr, puisque c'est le sujet qui nous concerne là maintenant, mais aussi pour plein d'autres aspects. Donc on a EPUB 3, on a EPUB Accessibility qui nous dit voilà toutes les fonctionnalités d'accessibilité que l'on peut avoir. On connaît les critères de la directive désormais, donc on sait que le texte doit pouvoir s'adapter selon les paramètres utilisateurs, que ce soit la police, la taille des caractères, le thème, donc le fond, les couleurs, donc en fonction des besoins qu'on peut avoir quand on est empêché de lire. On a les métadonnées déjà dans le fichier OPF, donc là je suis un peu technique, mais c'est au sein du fichier EPUB, on peut déjà informer sur l'accessibilité. Et puis au fur et à mesure, on a une deuxième responsabilité effectivement qui est de fournir les informations de tout ce que l'on fait dans le fichier EPUB. Donc informé par les métadonnées d'accessibilité, par les métadonnées en général, mais ici les métadonnées d'accessibilité pour les libraires, pour les plateformes en ligne. Et là, on a un véhicule qui marche très bien, qui est Onyx, qui a énormément évolué sur l'accessibilité, donc avec une liste qui est dédiée maintenant aux différentes fonctionnalités d'accessibilité que l'on peut avoir dans un EPUB. Donc on a un format sur lequel on peut se reposer,
grâce à des spécifications, des documents qui ont été écrits soit par W3C, si je parle du standard, soit transposés d'une certaine manière par le groupe Normes et Standards. Et ça, je te laisserai en parler, donc je ne détaillerai pas. Et puis ensuite, on a Onyx pour les métadonnées. Et ce qui est important aussi dans ces deux responsabilités, c'est que finalement, en plus, on a une communauté qui est quand même super à l'international et en France. Et notamment, au-delà de ce que le DR Lab peut proposer, on a des outils de validation. On a EPUB Check qui permet de valider qu'un EPUB est un EPUB valide. Ça, c'est déjà un premier pas. Et on a ACE qui est développé, qui est maintenu principalement par le DAISY Consortium, qui nous permet de valider les fonctionnalités d'accessibilité qui peuvent être validées techniquement. On ne peut pas valider toute l'accessibilité, notamment le cas des images, mais ça nous permet de faire les premiers pas vers l'accessibilité, vers les contrôles, vers toutes les actions que l'on peut avoir au sein des maisons d'édition ou des équipes centrales ou des acteurs avec lesquels on travaille qui se chargent de la production des livres numériques. Je vais m'arrêter pour laisser un peu de temps de parole à Louis. Et sur les images, c'est un peu plus compliqué. Les images, c'est peut-être la dernière bataille que l'on doit livrer de manière la plus efficace possible avant juin 2025. Parce que ce ne sont pas des besoins techniques, c'est vraiment une charge éditoriale supplémentaire. Donc il y a une partie formation, accompagnement, découverte de l'accessibilité pour les personnes qui ne sont pas forcément habituées à travailler sur ce sujet. Et puis après, il faut écrire ces fameuses descriptions d'images, donc les textes alternatifs ou les descriptions longues, puisque pour les images complexes, c'est double peine, c'est texte alternatif et descriptions longues. On incite énormément en interne par des ateliers, par des documentations à renseigner au plus tôt possible les descriptions d'images, puisqu'on a la chance finalement d'avoir que ce premier palier qui concerne les nouveautés. Et donc jusqu'à juin 2025, c'est un bac à sable qui vous permet de tester, d'expérimenter, de gagner en compétences sur tous les aspects, donc que ce soit les descriptions d'images ou les autres aspects un peu plus techniques, s'il faut encore travailler dessus. Donc on a l'occasion unique là d'avoir 7 mois avant que la directive arrive pour finalement s'approprier ces fameuses descriptions d'images et tous les autres besoins. Même si effectivement il y a des outils qui émergent, l'intelligence artificielle qui émerge et qui ouvre de nouvelles voies, mais c'est important aussi de prendre en main l'ensemble des actions que l'on doit faire, d'abord humainement, avant d'envisager de le faire d'une autre manière. Alors c'est une punchline que je sors parfois en interne, je vais vous la donner. On apprend à compter avant d'utiliser une calculatrice, et c'est pareil avec l'intelligence artificielle pour la description des images. Louis, j'ai juste pas dit, donc Louis Marle, qui s'occupe de la production numérique chez Albin Michel, il est aussi l'animateur du groupe Normes et Standards à la commission numérique du SNE. Voilà, donc, voilà. Et c'est là depuis plusieurs années. Voilà, depuis plusieurs années. Alors, quand j'écoute Vincent, je me dis, c'est génial, la vie est un long fleuve tranquille, il travaille dans une boîte assez importante où il y a des moyens qui sont mis pour accompagner les éditeurs vers l'accessibilité, et vers le numérique déjà à la base, avant même l'accessibilité, parce que c'est un grand groupe, donc les moyens sont mis. Maintenant, quand vous prenez, alors je parle pour moi naturellement, mais je parle aussi pour les plus petits éditeurs, le numérique dans certaines maisons d'édition, ça se résume finalement à une ou plusieurs personnes qui vont concentrer le savoir-faire et le savoir. Et c'est un peu compliqué ensuite de faire remonter l'information pour intéresser les gens à ce média-là. Alors, Dieu soit loué, il y a la loi sur la directive européenne sur l'accessibilité. Donc, du coup, on se tourne beaucoup plus vers les gens qui font du numérique en se demandant qu'est-ce que c'est que ce truc et qu'est-ce qu'il faut faire. Alors, le numérique, en gros, l'accessibilité, c'est en 2 phases. La première phase, c'est la structuration du texte.
Ça, c'est mon cheval de bataille au sein de la boîte, c'est qu'il faut que le texte soit absolument structuré, mais structuré finement, pas juste de mettre titre de niveau 1, titre de niveau 2. Il faut m'indiquer aussi s'il y a des citations, s'il y a des mots en langues étrangères, parce que c'est très important, puisque la synthèse vocale va pouvoir les reconnaître et donner donc un accent différent. Et puis, comme disait Vincent, véritablement la pierre d'achoppement, vraiment le gros problème, c'est le texte alternatif aux images. Et quand on parle d'image, c'est aussi bien un tableau qui aurait été traité sous forme d'image parce qu'il ne rentre pas dans la mise en page, qu'un graphique, une image ou autre. Et donc, là, c'est véritablement à ce moment-là qu'il y a le besoin de pédagogie pour faire comprendre aux éditeurs qu'il faut décrire finement cette image. Alors, on est allé un peu plus vite que la musique et on s'est aperçu que, ce dont on a parlé ce matin, c'est que l'intelligence artificielle pouvait nous rendre énormément de services pour décrire les images. Si vous utilisez ChatGPT-4, par exemple, suivant le prompt que vous allez produire, eh bien, vous aurez une description plus ou moins détaillée, voire même très bien détaillée, de l'image. Le seul ennui, c'est que, quoi qu'il advienne, il faudra un œil humain derrière pour corriger l'image en question. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est que je me suis amusé à mettre des images avec Mickey. Eh bien, étant donné que Mickey est encore sous droit, l'intelligence artificielle ne le reconnaît pas. Donc, il va vous dire, c'est un personnage avec des grandes oreilles, une queue qui est dans des dessins animés anciens et qui existe encore aujourd'hui. Bon, sans citer que c'est le Mickey de Walt Disney. Donc, on est obligé derrière de repasser là-dessus. Mais ça nous permet quand même, l'intelligence artificielle dans ce cas-là, nous permet quand même d'avancer beaucoup plus vite pour véritablement cette épine dans le pied qui est la description des images. Le reste, l'accessibilité, comme l'a dit Vincent, ça repose sur des normes qui sont connues comme EPUB Accessibility Techniques et surtout comme le WCAG. Et donc là, on a toutes les balises et tous les attributs qui existent. C'est totalement indolore pour les éditeurs. Ils n'ont rien à faire, hormis bien déclarer leur mise en page et pas leur mise en page, mais leur structure de document. Le reste, nous nous en chargeons. Reste le grand sujet de la description des images. Mais nous avançons et on sera prêt d'ici 2025 à avoir un produit qui sera largement acceptable. Merci Louis. Laurent, comment EDR Lab, quelle aide peut apporter EDR Lab aux éditeurs qui essayent de se mettre en ordre de marche et avancer dans l'accessibilité? Alors, on va parler de métadonnées très vite. Donc, un éditeur fait du bon contenu accessible. Un éditeur fabrique de belles métadonnées d'accessibilité. Et derrière, dans la chaîne, le contenu et les métadonnées passent à travers un distributeur et arrivent chez un libraire, une bibliothèque. Et là, on doit présenter de l'information à un utilisateur. Et cet utilisateur doit reconnaître si ce contenu lui convient ou pas, donc est pour lui accessible ou pas. Il ne faut pas oublier que l'accessibilité, ce n'est pas binaire, ce n'est pas 1 ou 0. Il y a des caractéristiques d'accessibilité. Donc, dans les métadonnées d'accessibilité, il n'y a pas un flag qui dit c'est accessible ou pas. Il y a toute une série, tout un tableau de caractéristiques possibles d'accessibilité. Et il s'avère que dans les vocabulaires de métadonnées utilisés dans notre monde, qui sont ONIX, pour tout ce qui est passage entre éditeur, distributeur et libraire, et les métadonnées qu'on appelle schema.org pour ce qui est à l'intérieur de l'EPUB, ces métadonnées sont très analytiques. C'est-à-dire que, par exemple, dans ONIX, on va avoir une table qui s'appelle 196 et un code qui s'appelle 12. Qu'est-ce que c'est ? Il faut aller voir à l'intérieur de la base de données pour savoir un peu ce qu'il y a derrière.
Puis ce qu'il y a derrière, on va trouver une sorte de libellé en anglais, pas très clair, sauf pour un éditeur, mais surtout pas pour un lecteur, surtout pas pour un utilisateur final. Donc en fait, on a tout un problème de mapping de ces données analytiques vers de l'information compréhensible par un utilisateur sur un site de libraire ou de bibliothèque, donc un site qui va lui permettre de choisir un livre qui lui convient. Et donc, à ce niveau-là, EDR Lab a aidé en montant un groupe de travail qui a permis de faire dialoguer des acteurs de toute la chaîne. Alors, quand je parle de la chaîne, je parle des éditeurs, des libraires, bibliothèques, utilisateurs à trouble de lecture. Et donc, ensemble, on a commencé à discuter sur les bons termes, les termes qu'il fallait utiliser sur un site pour qu'un utilisateur final puisse sélectionner un livre qui lui plaît, enfin qui lui convient. C'est pas facile parce que on parle d'un vocabulaire technique, nous on parle avec notre vocabulaire de technicien, donc on voit des caractéristiques de contenu. Un utilisateur, lui, voit des usages. Donc il faut mapper des caractéristiques sur des usages. Alors je vais vous donner 2-3 exemples de choses qui ont été obtenues en ce moment en français. Par exemple, sur tout bêtement la navigation. Naviguer dans un ouvrage par une table des matières, c'est indispensable pour tout le monde. Alors, pas seulement pour les lecteurs à trouble de lecture. Il fallait trouver un terme, donc on a trouvé le terme navigation par table des matières, index, repères et liste de pages. Le consensus est que c'est suffisamment compréhensible par un utilisateur normal. L'ajustement visuel, le fait de pouvoir changer la police, la taille de police, tout ça, il y a eu plein de tests. Mise en page modifiable, affichage adaptable. Bon, finalement, c'est l'apparence peut être modifiée, donc des termes très simples, c'est presque du Falk, qui est apparu le plus compréhensible. Donc c'est ce qui a été sélectionné, etc., etc. Donc pour la lecture non visuelle, c'est-à-dire que permettre à quelqu'un d'utiliser un lecteur d'écran, quelqu'un d'aveugle d'utiliser un lecteur d'écran et d'y comprendre quelque chose. Il y a eu des essais comme compatibles avec les technologies d'assistance. Personne ne comprenait rien à ça. Donc on a fini avec quelque chose d'assez clair, lisible en voie de synthèse et en braille. Voilà. Donc il y a eu plein de choix qui ont été faits, des choix vraiment subjectifs de termes qu'on espère retrouver sur tous les sites de libraires et sur tous les sites de bibliothèques de France et de Navarre dès que possible. Ça a été testé, c'est déjà sur certains sites de libraires, on espère que ça va atteindre tous, donc y compris les sites filiales de grosses sociétés étrangères, et que par ce biais, n'importe qui pourra, donc dès maintenant, sélectionner un livre ou ne pas l'acheter parce que, en fait, les caractéristiques de livre, les usages de ce livre ne lui conviennent pas. Donc c'est des méthodologies très intéressantes parce que c'est vraiment des déclencheurs d'achat ou des réjecteurs d'achat. Donc il est important que les métadonnées techniques soient là pour que ces informations humaines apparaissent. Pas de métadonnées techniques, pas d'informations humaines, pas d'achat, ça va être vite vu. À part ça, sur quoi on a aidé, on a fait un projet qui s'appelait ABE Lab pour travailler sur alors le fonds, ce fameux fonds numérique, donc tous les livres qui ont été édités en numérique depuis les années 2000, qui n'étaient évidemment pas accessibles, qu'on aimerait bien retraiter d'ici 2030. Et la question qui est posée, c'est déjà combien il y a de livres de ce type en France et partout en Europe. On n'avait pas de stats réels en Europe. Et quelles sont leurs caractéristiques, quels sont leurs problèmes à ces livres, en gros, en essayant de les échantillonner par type de livre. Et combien ça coûte de les remédier, de les mettre accessibles. La dernière question, c'est la plus délicate. Alors, on n'a pas forcément sur ce projet, qui est un projet européen, projet mené avec la Fondation LIA en Italie et la Bibliothèque nationale des Pays-Bas aux Pays-Bas. Donc, c'est un projet, on n'a pas réussi à avoir une vraie ABAC de combien ça coûte en fonction d'un livre. On s'est même aperçu qu'on ne pouvait même pas faire une ABAC propre en fonction d'une catégorie du genre roman, enfin fiction, non-fiction. Ce n'était pas si clair que ça. On n'a pas trouvé de caractéristiques réelles entre la difficulté de remédier un livre et son type de vente, en fait. Enfin, son type. Et donc, mais on va aller plus loin. Et là, on va se lancer dans un nouveau projet qu'on fait avec Phoenix,
sur un outil qui va permettre d'extraire du contenu les métadonnées d'accessibilité qu'on arrive à trouver dans le contenu, donc des métadonnées objectives, et pour essayer déjà d'avoir des métadonnées donc, qui peuvent se traduire en Onyx ou en Schema. Donc simplifier le boulot de certains éditeurs déjà, avec un outil libre. Et à partir de là, permettre à un éditeur aussi d'estimer quelle est la charge de travail qu'il va avoir pour remédier ses livres plus tard, puisqu'il pourra avoir dans une base de données une vue qui lui dira tu as 1 millier de livres qui ont cette caractéristique, 1 millier qui n'a même pas de table des matières, va falloir faire quelque chose, mon gars, etc., etc. Donc on va essayer de mettre ça au point, et c'est un projet qui est aidé par le CNL, donc merci au CNL pour ça. Voilà. Merci Laurent. C'est Ségolène Mariotte-Sirdé. Donc vous êtes directrice adjointe de la direction de la création à l'ARCOM. C'est formidable parce que c'est la direction de la création qui s'occupe de l'accessibilité à l'ARCOM. Donc quel est le rôle exact de l'ARCOM dans tout ce dispositif ? Alors, je ne vais pas revenir sur ce qui a pu être déjà exposé par Rodolphe Sellier. Le rôle de l'ARCOM, du régulateur, va être de contrôler la conformité des livres numériques et des logiciels spécialisés aux exigences prévues par les textes, donc aux exigences d'accessibilité. Il y aura 2 temps, comme on l'a dit, donc à partir du 28 juin 2025, et puis ensuite une seconde étape 2030 pour le fond. Et pour vous expliquer un petit peu le contexte, je me permettrai peut-être de faire 2 rappels sur l'importance de l'accessibilité pour l'ARCOM, parce que ça fait déjà un peu plus de 20 ans que l'autorité œuvre pour améliorer l'accessibilité dans le domaine de la communication audiovisuelle, tout simplement. Les programmes télé, voilà, on veille à la bonne application de la loi en la matière. On s'assure également que les éditeurs, les chaînes de télé et les SMAD, dans les conventions qu'ils signent avec l'ARCOM, prennent des engagements forts pour l'accessibilité des programmes qu'ils éditent. Donc ça, c'est un contrôle qualitatif, quantitatif. Voilà, on a l'habitude sur la partie accessibilité. Et puis comme vous l'avez rappelé, s'agissant du livre, effectivement, en lien avec la BNF et en matière d'exception au droit d'auteur, donc l'exception handicap, on est également doté d'une mission qui, in fine, peut aboutir à mettre en demeure un éditeur qui ne déposerait pas ou jamais les fichiers sur la plateforme Platon. Voilà. Donc on a et donc c'est d'ailleurs un aspect et une mission qui perdure et qui conservera tout son intérêt, évidemment, y compris après le 28 juin 2025. Voilà. Il y a 1 an, à ces mêmes assises, Laurence Péco-Rivolier, qui est membre du collège de l'ARCOM, avait participé à une table ronde. Donc c'était il y a 1 an. Elle avait pu expliquer un petit peu les premiers jalons, rappeler qu'on était dans une démarche de rencontre, de dialogue, et qu'on commençait un petit peu à préfigurer les étapes de ce futur contrôle. Alors qu'est-ce qui s'est passé depuis 1 an ? Alors pas mal de choses. D'abord, on a continué évidemment les cycles d'échange, on s'est beaucoup vu, on a beaucoup discuté, alors avec l'ensemble des opérateurs, en premier lieu évidemment les éditeurs, le SNE, les associations évidemment des publics porteurs de handicap, les institutions publiques de la filière, les détaillants, etc. Voilà, donc on poursuit ce cycle. Pour nous, c'est essentiel d'avoir noué ce dialogue le plus en amont possible de l'entrée en vigueur des textes. Voilà, c'est le rôle du régulateur. On a besoin d'identifier les problématiques, de ne pas être hors sol, de bien comprendre les contraintes, les attentes, et de pouvoir ensuite appliquer avec pragmatisme typiquement les critères qui sont définis dans le décret et qui sont effectivement pas tout à fait simples ou aisés à appréhender. Donc ça, on en a conscience. Donc c'est comme ça pour nous, c'est comme ça qu'on voit notre mission et qu'on veut la construire.
Et donc dans cette optique, on a lancé une consultation publique avant l'été 2024. Ça nous semblait important là aussi, même si on se parle, de recueillir un maximum d'informations du secteur pour pointer les éléments les plus importants et nous aider là aussi à construire cette régulation avec vous. Donc on en a publié une synthèse au mois d'octobre dernier, que je vous invite à consulter, qui est sur le site de l'Arcom. Alors, on a évidemment constaté des choses qu'on savait déjà, mais encore une fois, c'était important, je pense, d'en passer par là. On a évidemment constaté que le mouvement, il était engagé depuis longtemps, bien avant même la transposition de la directive. La filière n'avait pas attendu, évidemment, ces échéances et cette date pour s'engager dans la mise en accessibilité des livres numériques. On a aussi pointé toutes les problématiques, parfois sérieuses, qui sont soulevées par la mise en accessibilité de certaines catégories d'ouvrages. Donc évidemment, les ouvrages qui comportent des maquettes complexes, la question centrale des textes alternatifs et des outils qui existent ou qui n'existent pas encore, mais voilà, des perspectives qu'on entrevoit. Sur les catégories d'ouvrages, on pense évidemment à la bande dessinée, au manga, voilà, qui en fait partie, les livres d'art, les manuels scolaires, voilà, toutes ces problématiques qu'on avait d'ores et déjà identifiées. Voilà, là, il y a réellement, en tout cas, le projecteur sur ces particularités. La directive et les textes français rappellent bien la nécessité de prendre en compte les caractéristiques propres à certains ouvrages. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui vous guidera, qui nous guidera aussi dans la mise en œuvre de cette mission, parce qu'effectivement, c'est une directive qui porte sur l'ensemble des produits et services, mais on sait qu'il s'agisse du logiciel spécialisé, du logiciel de lecture ou d'un livre numérique, que les problématiques sont parfois pas tout à fait simples à appliquer. Cette consultation, c'était aussi un partage de positions, de propositions, de réflexions. Donc ça aussi, c'est important pour nous de les recueillir et de pouvoir les partager de façon un peu transparente et aussi d'identifier des outils. Et quand on perçoit qu'il existe effectivement des formats, des outils, etc., il faut voir les atouts, les limites. Voilà, essayer de voir un petit peu celles qui peuvent être retenues comme des normes qui, au niveau européen, seraient reconnues, celles qui ne le seraient pas, etc. Voilà, ça aussi, c'était des choses qu'on avait besoin de recueillir. Alors, en parallèle de cette consultation publique, on a poursuivi le travail avec le SNE et ses membres. Donc ça implique des rencontres assez fréquentes sur la future méthode, la façon d'évaluer les exemptions, ce qui est vraiment, je pense, ce qui va nous occuper, parce que tout ce qui fonctionnera et qui sera nativement accessible sans difficulté, je pense qu'on aura évidemment moins de temps à y consacrer. Et puis évidemment, on va passer plus, en tout cas les premières années, sur les cas plus délicats. Donc voilà, on travaille, on fait des ateliers de travail, on partage des fichiers, des modèles de déclaration, etc., pour essayer de trouver le meilleur équilibre. C'est pas simple, parce que comme on l'a dit, les textes sont un peu ardus. On est conscient des difficultés et des contraintes que ça fait peser sur les éditeurs. Donc voilà, on l'a déjà dit à plusieurs reprises, mais on saura faire preuve de pragmatisme comme on le fait par ailleurs dans d'autres missions qu'on exerce. Voilà, c'est progressif et on sait aussi que vous avez besoin les opérateurs économiques qui sont soumis à ces nouvelles exigences ont besoin de prévisibilité, de sécurité juridique. Donc ça aussi, on en a conscience et voilà, on sera dans un rôle aussi d'accompagnement sur ces questions-là. Et on a donc dans la suite de cette consultation publique aussi pris en tout cas la voie de... on pense que la publication de lignes directrices pour préciser certains contours
certains aspects des textes, ça nous paraît important. Donc on a aussi beaucoup travaillé sur cette question. Et on devrait pouvoir donc publier des lignes directrices. Alors j'aurais voulu vous dire avant la fin de l'année, mais je ne veux pas trop m'engager, même si ça y est, je l'ai dit. Mais peut-être tout début janvier, si jamais le calendrier ne permet pas de les publier avant. Le but de ces lignes directrices, c'est pas de paraphraser ce que les textes disent déjà, donc c'est de venir apporter des choses un peu concrètes, typiquement en termes de calendrier, si on, dans les modalités, en tout cas de déclaration que les opérateurs ont donc à mettre en place, quelle fréquence et à partir de quelle date et quand est-ce qu'on fait cette première campagne. Les modalités de saisine aussi, parce qu'on en a peu parlé, mais effectivement, l'ARCOM pourra être saisi par une association ou une personne voilà, qui pourrait relever qu'un livre ne répond pas aux exigences des textes. C'est un exemple parmi d'autres, mais voilà, il peut y avoir aussi il y aura en tout cas le besoin de pouvoir contacter l'ARCOM sur ce sujet. Donc c'est tout simplement prévoir une adresse mail dédiée, un portail de déclaration pour les éditeurs et les opérateurs qui auront donc l'obligation de déclarer les livres pour lesquels ils estiment pouvoir bénéficier d'une exemption. Voilà. Donc on est sur ce travail on affine, on précise les choses et tout ça, voilà, en discussion avec vous. Et je pense que la présence de l'ARCOM aujourd'hui, voilà, l'illustre bien. Merci. Peut-être une petite question supplémentaire. En dehors du cas de la saisine, comment l'ARCOM va opérer ces contrôles? Est-ce que vous avez déjà déterminé la fréquence? Est-ce qu'il y aura des campagnes de compte? À quel moment voilà. Et aussi, à partir du 28 juin, j'imagine que vous n'avez pas commencé à distribuer des amendes le 29. Donc c'est peut-être aussi ça important pour rassurer les éditeurs, c'est de dire qu'on va... Enfin, c'est ce que vous nous aviez dit, c'est pour ça que je me permets de le dire, c'est qu'on va un peu apprendre ensemble en marchant, et qu'il ne va pas y avoir une espèce de couperet qui va tomber le 29 juin. Voilà. Oui, effectivement, ça va pas de soi. Alors déjà, l'ARCOM n'a pas de pouvoir de sanction. C'est-à-dire comme l'a rappelé Rodolphe Sellier, in fine, les textes ont prévu que les manquements à ces obligations peuvent constituer une infraction. Ce qui va se passer, c'est que si l'ARCOM relève des manquements, ensuite elle transmet au procureur de la République. C'est une infraction pénale. Voilà. Donc c'est la justice. Ça veut dire que, comme c'est une contravention, d'ailleurs, c'est un tribunal de police. Voilà. Mais ça, c'est des choses, effectivement, sur lesquelles on en discute ensemble, mais c'est vrai que comme ça ne relèvera pas de l'ARCOM, pour le moment, voilà, ça reste, je ne vais pas dire abstrait, mais en tout cas, c'est prévu dans les textes, mais je ne peux pas en dire beaucoup plus sur ce qui se passera. En revanche, sur la partie sur la fréquence et la façon dont va s'opérer ce contrôle, ce qu'on a envisagé, mais là encore, ce sera précisé dans les fameuses lignes directrices, donc je parle vraiment sous réserve de ce qui va être adopté par le collège de l'ARCOM. Ce ne sont pas les services qui décident, c'est le collège de l'ARCOM. Donc si ligne directrice il y a, c'est après leur validation. L'idée est effectivement de raisonner en termes de campagne, 2 fois par an, avec effectivement la nécessité pour les opérateurs de déclarer les livres pour lesquels ils souhaitent, ou en tout cas ils estiment bénéficier d'une exemption. Et donc voilà, ça ne va pas se faire le 29 juin. On peut imaginer qu'on attende la fin de ce second semestre 2025 pour en tout cas lancer une première campagne de déclaration. Voilà. Je ne sais pas si ça répond. Si.
Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Ah, bien sûr, pardon. Ah oui, tout à fait, tu avais annoncé que tu le ferais. Excusez-moi. Oui, je voulais juste rajouter un point sur le fond, puis c'est comme ça je rebondis sur ce que tu disais, Laurent. Donc le fond, c'est pas pour tout de suite. Donc ce que vous alarmez pas, hein, vous alarmez plus pour les nouveautés que pour le fond. Les nouveautés, c'est 2025. Le fond, c'est 2030. Mais ça fait partie des analyses que l'on a pu réaliser, puisqu'on s'est posé des questions sur la remédiation du fond. Et donc, pour donner quelques éléments, quand je parlais des EPUB nativement accessibles, juste avant, pour les nouveautés, je parlais d'EPUB 3, d'EPUB Check, de ACE, en disant que vous pouvez vous appuyer dessus si ce n'est pas encore le cas aujourd'hui. Parce que EPUB 3 existe aujourd'hui, parce que ACE est mature, parce que EPUB Check est mature. Si on regarde en arrière, ce n'est pas le cas. Les premières versions d'EPUB Check sont buggées, les premières versions de ACE dans le temps sont buggées aussi, et ne détectaient pas tout. Et EPUB 3 n'existait pas à une certaine époque, et on faisait des EPUB 2, et même encore très longtemps en France, même avec l'arrivée d'EPUB 3, on a fait de l'EPUB 2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire des différences de production à travers le temps. Donc c'est pas juste reprendre EPUB et ressortir ce qui existait à une certaine époque en supposant que les EPUB étaient valides, parce que si vous les repassez aujourd'hui dans EPUB Check, je vous l'apprends, ils ne sont pas valides. Donc il y a des corrections, c'est pas seulement reprendre l'accessibilité du fond, c'est d'abord corriger le fond, améliorer la qualité, ce que j'évoquais quand on parlait finalement d'EPUB 3 et de l'accessibilité. Et ça, vous avez plusieurs techniques, ça dépend des formats. Donc effectivement, chez Hachette, on est potentiellement bien outillé. Bon, ça, je vais laisser planer le doute. Mais ça va dépendre. Et ça dépend aussi des outils que vous avez utilisés à l'époque. Si vous avez utilisé Sigil, par exemple, ou Calibre, d'une certaine manière, c'est des outils qui, pendant très longtemps, encore un peu aujourd'hui, ajoute des éléments, donc il y a du nettoyage, il y a des fichiers qui sont peut-être à refactoriser ou à développer en fonction des règles qu'on avait à l'époque. Donc c'est un sac de nœuds, le fond. Et encore, j'ai parlé que des EPUB, en supposant que les EPUB étaient reflowable. Vous pouvez avoir du fond EPUB Fix Layout qui aurait dû être en reflowable, et vous pouvez avoir des PDF. Donc c'est vraiment très compliqué d'imaginer, pour la totalité du fond, comment on pourra se positionner. Il y a des certitudes, mais il y a encore beaucoup de travail à effectuer pour être prêt pour 2030. Alors, je rajoute quelque chose que j'aurais dû dire déjà quand je suis intervenu, c'est que là j'avais parlé qu'au nom d'Albin Michel, mais maintenant si je parle au nom du groupe Normes et Standards du SNE, c'est que toutes les questions qui ont été soulevées là par Vincent et toutes les questions que vous pouvez soulever pour un livre, pour comment fabriquer un livre nativement accessible ou sur l'accessibilité, eh bien nous avons, grâce à Vincent et grâce à Gauthier, développer un outil qui s'appelle Calibook, dont on vous parlera tout à l'heure, mais qui pourra répondre à toutes les questions que vous vous posez sur l'accessibilité. Donc tout ce que vous voulez savoir sur l'accessibilité sans jamais oser le demander, ce sera pour tout à l'heure. Des questions? Anne? Anne Bergman, ça fonctionne? Oui? Ah, ok. Fédération des éditeurs européens. D'abord, je voudrais vous féliciter parce que je pense qu'avec l'Italie, la France est à la pointe du travail sur l'accessibilité. Je pense qu'il y a beaucoup de pays européens, malgré les campagnes qu'on fait nous en interne au sein de la fédération, qui vont se réveiller le 28 juin en disant oui, 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 il faut que les livres soient accessibles. Donc bravo et c'est certain, et merci au SNE de partager les informations aussi avec les collègues de ces pays qui se réveillent plus lentement. Ma question, c'est à l'ARCOM, je voudrais savoir si vous constatez qu'un livre pour lequel on a demandé une dérogation, disons au titre de la charge disproportionnée, vous considérez que la charge n'est pas disproportionnée, est-ce que vous donnerez la chance à l'éditeur de remédier au manque d'accessibilité avant d'aller vers le procureur et qu'il y ait une amende? Alors,
L'esprit de la directive et des textes de transposition, c'est quand même d'abord de trouver des correctifs. Donc, il y a déjà l'idée que dans le contrôle qu'on fait, donc on ferait le constat que il y a la possibilité quand même de dialoguer avec l'éditeur, l'opérateur, pour voir s'il n'est pas possible de le rendre accessible en dépit du fait qu'initialement on pensait pouvoir bénéficier de l'exemption. Donc ça, il me semble, mais je parle aussi sous le contrôle de Rodolphe, que c'est quand même l'esprit. Voilà. Et il se trouve qu'en plus d'être l'esprit du texte, c'est l'approche qu'on aura. D'être quand même dans quelque chose de progressif. Alors il se trouve que je connais très bien la procédure de réponse graduée en matière d'anti-piratage qu'on met en œuvre à l'ARCOM, mais donc je ne veux pas faire un parallèle bête et méchant, mais c'est un peu ça, c'est-à-dire on y va par palier, c'est-à-dire qu'effectivement, au premier manquement, ni l'ARCOM, c'est dans l'intérêt de personne d'aller immédiatement dans une logique de sanction. Et encore, en plus, comme je l'ai dit, c'est très progressif puisque l'ARCOM, dans ce cas, n'a à sa portée que la décision de transmettre le constat de faits qui peuvent constituer une infraction au procureur. Voilà, donc c'est très très progressif. Donc effectivement, l'idée, c'est d'abord d'essayer de trouver une solution ensemble, et voilà. Mais il y aura probablement effectivement des désaccords, et voilà, on s'y prépare, et voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, là-haut. 2 questions. Virginie Lancia, les éditions Le Duc. Dans le cadre de la directive d'accessibilité, certaines plateformes vont proposer, grâce à l'intelligence artificielle, pour le livre numérique, ce qu'on appelle du text-to-speech. Et je voulais savoir ce que vous aviez prévu pour défendre donc les éditeurs audio et ce marché. Je peux me lancer. En fait, je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut poser la question. La manière dont les personnes aveugles lisent, pour la plupart, c'est grâce à une voix de synthèse, et ça depuis bien des années, dans le contexte de l'édition adaptée. Une grande partie des adaptations, elles se font en DAISY, dans l'objectif que les personnes qui ne peuvent pas lire le texte avec les yeux le lisent avec les oreilles. Et ça, c'est avant le livre audio, après le livre audio, pendant le livre audio. Ce qui ne pouvait se faire auparavant que dans le contexte de l'adaptation et sur des lecteurs dédiés devrait, avec l'édition nativement accessible, vous m'arrêtez si je dis des bêtises, se faire sur des devices grand public, des téléphones portables, des smartphones, etc. etc. Et il me semble très difficile, alors c'est pas un faux problème, il me semble très difficile de l'empêcher. Après, la transposition vocale, elle dépend du device, elle dépend du terminal. C'est pas du tout à la charge de l'éditeur. L'éditeur, il fournit le texte. Ce qui lui incombe, c'est de faire en sorte que quand le texte sera lu, il sera agréable à écouter. Et faute d'une bonne mise en accessibilité, l'écoute est insupportable parce qu'on va pas avoir un accent quand il y a un mot étranger, on va avoir des notes en bas de page qui vont être dites de façon anarchique, il va y avoir des mots qui ne devraient pas être prononcés qui le sont, les images ne seront pas décrites, etc. Après, la crainte que pourraient avoir les éditeurs audio, c'est que des personnes qui sont valides utilisent ce dispositif pour écouter leurs livres. Bon, que dire ? Je pense qu'il faut vraiment faire la différence entre deux choses. Il y a les problématiques d'utilisation du text-to-speech, donc la voix de synthèse automatique depuis un appareil de lecture, pour des raisons d'accessibilité ou de confort. Et ça, on ne l'empêchera pas. Et il n'est pas question de l'empêcher. Et les directives accessibilité iraient contre tout empêchement. Donc c'est comme ça. Et par exemple, dans les systèmes de protection,
on n'a pas cette possibilité d'empêcher le text-to-speech. Puis c'est comme ça. Et puis il y a une autre chose qui est si des sociétés prenaient un livre pour en faire un livre audio et commercialiser de manière pirate un livre audio. Mais là, c'est complètement autre chose. Là, on est sur voilà. Donc si on parle du text-to-speech à l'intérieur d'un appareil de lecture, non, ça ne sera pas empêché. Peut-être dire aussi que si vous avez, par curiosité, essayé le mode accessibilité, par exemple, sur un iPhone, je peux vous dire que si vous n'êtes pas habitué, donc en fait, si vous n'êtes pas en situation de handicap et donc obligé de l'utiliser, habitué à l'utiliser, c'est extrêmement difficile quand on voit. Hein ? Aujourd'hui. En tout cas, pour l'instant, je pense que voilà, il y a encore des améliorations à apporter parce que l'accessibilité, elle ne se fait pas seulement sur le texte du livre, elle se fait sur toutes les fonctionnalités de l'iPhone. Ça veut dire que vous avez une voix qui dit très vite plein de choses qui remplacent le parcours de votre doigt sur votre écran. Et donc, c'est une expérience qui relève d'une vraie expertise des personnes en situation de handicap. Ouais, donc, juste pour ajouter, effectivement, je rejoins Virginie et Laurent, et c'est juste pour les dérives, c'est ce que j'aurais pu évoquer, parce que je vais prendre ma casquette anti-piratage là, où effectivement, un des risques après, surtout avec l'intelligence artificielle, c'est maintenant avoir des livres audio qui sont pirates, qui sont réalisés avec des voix de synthèse plutôt de qualité. Alors, je suis désolé de vous l'apprendre, mais ça existe déjà, et on est très attentif sur ce genre de cas qui peuvent arriver sur certaines plateformes. Pour pouvoir les supprimer quand ils existent. Donc c'est un travail, de toute façon l'ARCOM connaît très bien ce sujet, puisque parfois on peut communiquer sur ces aspects-là, et ça fait partie des dérives qu'on peut avoir avec l'intelligence artificielle en général, et ça fait partie des dérives pour lesquelles on devrait être attentif au fur et à mesure, mais ça ne doit pas limiter l'accessibilité pour autant. Bonjour, moi je voulais revenir sur une question concernant le manuel scolaire, parce qu'on parlait du livre numérique avec le travail de description d'images. Sur les manuels scolaires, il n'y a pas que des images, on est sur de nombreuses ressources, audio, vidéo, documents, et donc il y a un énorme effort à produire côté éditeur, une charge de travail qui est assez importante. On a parlé de l'exemption de la charge disproportionnée. Il y a une réflexion aussi, nous, de notre côté, de se dire c'est dommage, des fois, sur un titre, de se mettre en exemption de charge disproportionnée, parce que parfois, il y a un effort qui est fait sur un ouvrage, mais pas sur la totalité des ressources. Et est-ce que, côté ARCOM, ou en tout cas dans les directives, dans les lignes directrices que vous communiquerez en janvier, ça je viens de l'apprendre, donc c'est une bonne nouvelle, parce qu'on est assez en attente là-dessus. Est-ce qu'il y aurait par exemple une exemption partielle, ou en tout cas voilà, une accessibilité partielle qui serait possible d'être entendue pour au moins valoriser l'effort fait par les éditeurs sur cette charge de travail, même si voilà, il y a une volonté bien évidemment des éditeurs sur cette partie d'accessibilité, mais il y a aussi la réalité de la charge de travail à produire. Alors, c'est pas la première fois qu'on nous pose la question, mais la notion d'accessibilité partielle, elle n'existe pas, elle n'a pas vocation à exister, le texte, mais là peut-être Rodolphe voudra compléter, mais c'est pas l'esprit. Voilà. Donc on y a évidemment nous aussi songé, mais l'approche elle sera différente. Sur la question des manuels scolaires, je pense qu'il y aurait beaucoup à dire, et je pense que ça a aussi été le sujet peut-être d'autres tables rondes. Et c'était aussi un sujet évoqué hier. Ici même à la BNF, dans un autre cadre. Je pense que évidemment il ne faut pas que ça freine ou que ça empêche de reconnaître le respect de certaines exigences et la mise en accessibilité et les efforts qui sont faits. Donc après, je pense que le rôle de l'exception handicap, en tout cas de la plateforme Platon, peut être effectivement pour les parties ou les éléments qui ne seraient pas considérés comme adaptés suffisamment. Il y a peut-être une solution à trouver comme correctif ou comme pour pallier un peu ce. Mais en tout cas,
si la question c'est est-ce qu'il y aura de la part de l'ARCOM la reconnaissance d'une accessibilité partielle et donc dans ce cas-là l'acceptation d'une conformité du livre, donc le considérer comme accessible et dans ce cas de considérer qu'il n'avait pas besoin d'être exempté, la réponse est non. Voilà, pour le moment. Et après, il y a une question aussi de renouvellement en cas d'exemption. Le texte rappelle bien aussi la notion de renouvellement de cette évaluation, c'est-à-dire que ce qui est vrai en 2026 ne sera peut-être plus tout à fait vrai en 2027, 2030, etc. L'idée étant que soit à la demande de l'ARCOM, soit l'éditeur lui-même, à travers, avec le développement d'outils ou l'évolution des technologies, on puisse progresser vers une mise en accessibilité. Voilà. J'espère avoir répondu partiellement, à la question. Oui, juste pour compléter ce que vient de dire Ségolène, en fait, effectivement, la directive, elle demande de remplir plusieurs exigences d'accessibilité. Et vous n'êtes conforme à la directive que si vous remplissez l'ensemble de ces exigences. En revanche, la directive, elle dit si effectivement ça représente pour vous une modification fondamentale ou une charge disproportionnée, vous êtes toutefois encouragé à aller jusqu'au maximum de ce que vous pouvez faire. C'est-à-dire il faut tout de même remplir les exigences que vous avez la possibilité de remplir. Pour ce qui est des manuels scolaires, pour votre information, mais vous êtes sans doute au courant, le ministère de l'Éducation nationale a lancé un groupe de travail spécifique pour travailler sur la question justement de l'accessibilité du manuel scolaire qui... effectivement, de par sa maquette complexe et la charge effectivement importante de rendre accessible ce genre d'ouvrage, pouvait être considéré par nature presque comme hors champ de la directive. Mais néanmoins, la directive ne le dit pas clairement. Elle ne dit pas que les manuels scolaires sont exclus, elle dit les livres numériques, point. Donc il faut... les manuels scolaires sont dans le champ, même si en faisant jouer les exemptions, éventuellement, il plus facilement peut sortir du champ. Mais le gouvernement s'est dit c'est important quand même d'avoir le manuel scolaire dans le viseur de l'accessibilité, pour des raisons évidentes. Et donc, il y a un travail qui est en cours au niveau de l'Éducation nationale pour essayer de préciser la manière dont on peut construire un manuel scolaire numérique accessible. Écoutez, il me reste à vous remercier toutes et tous pour votre participation à cette table ronde et puis à vous remercier aussi de votre attention. Et on va passer maintenant à Calibook.